Donc Olivier S a rejoint IBM en 90 en tant que responsable des activités européennes de calcul haute performance. C'est là qu'on voit que le HPC et le quantique sont un peu dans la même lignée. Depuis 2017, donc Olivier fait partie de l'équipe IBM Quantum Computing en tant que IBM Quantum Ambassador et il travaille en lien étroit avec IBM Research et l'équipe mondiale IBM Quantum. Et donc, il dirige en France l'initiative IBM Quantum Hub et les partenariats stratégiques. Donc, l'objectif de cette matinée, c'est de faire un peu la vision macroscopique de l'ordinateur quantique. On a vu ce matin beaucoup le sujet donc, du microscopique, comment ça fonctionne, comment ça se refroidit. Et là, on va voir un petit peu la brique supplémentaire qui est la vision macroscopique de l'usage d'une telle machine. Alors, le premier point, vous l'avez compris, c'est que finalement, une machine quantique, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que vous allez programmer un algorithme, un code qui est en binaire, en 0 et 1, et on verra en quelques instants le modèle de programmation. Vous allez soumettre à la machine quantique votre algorithme quantique, votre code. La magie quantique va opérer, donc c'est ce que vous voyez au milieu. Cette magie quantique, effectivement, va tirer parti de la superposition et de l'intrication. Et une fois que la mesure aura été faite, vous allez effectivement réduire donc, le paquet d'ondes et récupérer en sortie une suite de 0 et de 1. Donc finalement, une machine quantique doit être vue comme étant un flux binaire, puis une opération quantique au milieu, et en sortie, une opération classique. Et si on va un tout petit peu plus loin, finalement, un système quantique, ça ressemble à ça. Donc vous avez dans le cloud votre système quantique, et là on a vu ce matin qu'il y avait donc différentes technologies. Bon, là j'ai représenté donc des approches plutôt type superconducteur, mais ce serait pareil avec une approche un peu différente. Sur la partie gauche, finalement, c'est vous, c'est le programmeur, donc c'est celui qui va concevoir un code et un algorithme et qui va le soumettre dans le cloud à cette machine. À cette machine. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que la partie de gauche, c'est bien sûr le programmeur, mais c'est là aussi où résident des données. Parce que vous avez bien compris qu'une machine quantique n'a pas d'operating system, n'a pas de disque dur, n'a pas de mémoire centrale, donc n'a pas de fonctionnement autonome. Et cette machine quantique, finalement, elle fonctionne comme un accélérateur d'une machine couplée, d'une machine classique. C'est ce qu'on appelle donc le couplage classique quantique. Et donc vous, à nouveau, vous êtes à gauche, vous programmez cette machine, vous soumettez dans le cloud votre algorithme sur la machine quantique, et vous allez récupérer en sortie donc le résultat des traitements. Et c'est intéressant, et j'y reviendrai dans quelques instants, c'est la partie au milieu qu'on appelle effectivement la transpilation. Et cette transpilation a pour effet de transformer le signal classique sur la gauche de l'écran en quelque chose qui est intelligible par les qubits, qui soit, je dirais, supraconducteurs ou des photons ou autres. Et finalement, si on reprend l'approche des supraconducteurs qu'on a présenté ce matin, ce sont des signaux électromagnétiques dans une fréquence de 5 GHz. Donc finalement, cette transpilation au milieu, et je vais montrer quelques exemples dans quelques instants, a pour objectif donc de transformer un binaire qui est produit par votre serveur ou votre laptop sur lequel vous développez le code en quelque chose qui va être intelligible par le quantique. Voilà, donc j'en étais là, effectivement, qui est donc la vision macroscopique de l'architecture globale d'un système quantique, je dirais, à gauche, vous programmez, au milieu, cette transpilation fait revenir, et puis à droite, donc c'est le système quantique qui est dans le cloud. Et comme ça a été précisé ce matin par Olivier et d'autres, il y a aujourd'hui beaucoup d'offres qui existent vous permettant d'accéder à différents systèmes dans le cloud. Donc ici, j'en ai mis quelques-uns, forcément, il manque des acteurs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le niveau de maturité, et quelle que soit la technologie des machines quantiques, est vraiment en train de progresser, et que de plus en plus, on voit des acteurs, soit les grands acteurs traditionnels, soit des boîtes plus spécialisées, qui ont la capacité aujourd'hui de proposer à la communauté scientifique des machines qui ont une maturité suffisante, vous permettant de commencer à faire des premiers tests, des premiers développements algorithmiques. Donc, je vous ai mis en bas, effectivement, les grands acteurs qu'on trouve, effectivement, que sont les IBM, bien sûr, Intel, Rigetti, Google, D-Wave, également donc, les Chinois qui ont aussi une solution dans le cloud. Et dans les deux je dirais, transparents, vous voyez effectivement
j'ai résumé ici l'offre, c'est-à-dire Amazon d'un côté, l'offre Microsoft de l'autre, avec effectivement la capacité pour ces fournisseurs d'héberger l'offre Rigetti, d'héberger l'offre IonQ, d'héberger bien sûr l'offre D-Wave, et un peu l'équivalent côté Azure. Donc de plus en plus, on trouve des acteurs qui vont proposer des services dans le cloud, sur le quantique, à partir donc, des différentes technos qui ont été, pour une bonne part, proposées ce matin. Il y a après, en côté de ça, donc, des approches un peu différentes comme celle d'IBM, où nous, on fait donc le choix de proposer nos propres services dans le cloud à partir d'une interface qu'on appelle IBM Quantum Experience, j'en dirai deux mots, et permettant là aussi, dans un modèle un petit peu différent, à un chercheur, à une start-up, à un industriel, d'accéder à l'ensemble de ces serveurs. Point intéressant aussi, ce qui va différencier toutes ces offres, c'est un petit peu aussi le modèle économique, qui est soit effectivement on vous met à disposition une machine quantique pendant un certain temps, soit à la transaction, on va vous facturer, je dirais, du temps calcul sur une machine quantique, c'est toujours l'approche de Google, soit l'approche IBM, où c'est on rentre dans un modèle de partenariat où, devenant membre du réseau IBM, vous accédez en permanence à l'ensemble du système. Donc, on reconnaît finalement une très grande variété de technologies disponibles dans le cloud et aussi une très grande variété de modèles économiques associés à l'ensemble de ces acteurs. Un point intéressant aussi qui est en train de se développer assez rapidement, c'est qu'à côté de l'accès, je dirais, aux machines quantiques, aux ordinateurs quantiques, on voit de plus en plus apparaître des services un petit peu spécialisés. Donc là, j'en ai mis deux, et je n'irai pas trop dans les étapes, on a fait malheureusement beaucoup de retard. L'un autour de CQC, qui est un partenaire d'IBM, sur la distribution de nombres aléatoires quantiques. Vous savez qu'un des gros intérêts aussi du quantique, c'est aussi la capacité de générer des nombres qui sont vraiment totalement aléatoires. Et ça a des intérêts très importants dans certains types d'algorithmes, typiquement de Monte Carlo, typiquement dans le jeu. Donc il y a vraiment des problèmes dont on sait qu'avec des nombres aléatoires, je dirais 100% aléatoires, on a bien sûr un gros intérêt. Et il y a aussi tout le sujet autour de la partie plutôt sécurité, ce qu'on appelle donc la distribution de clés quantiques, qui est la capacité que l'on a d'utiliser donc la magie du quantique pour créer donc des clés de sécurité hautement sécurisées. Et ça, typiquement, c'est une solution que la société que je précise, IDQ, fait, qui est donc la capacité, donc, dans le cloud, de mettre à disposition des serveurs permettant d'accéder et de fournir des clés quantiques. Alors, juste un petit point, je vais revenir sur ce que je précisais au milieu, donc j'ai remis l'image en haut, la phase de transpilation. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. On parle sans doute moins que la technologie quantique, qui est finalement comment mon problème, mon algorithme qui est écrit sur la gauche sur une machine classique, comment ce problème-là va être, je dirais, compris, entre guillemets, par des qubits. Et cette phase de transpilation, elle a pour objectif de transformer un code en quelque chose qui est intelligible par le quantique. Et cette transformation, elle a bien sûr un impact important sur la qualité de l'algorithme qui est produit, et en particulier sur la fiabilité numérique de ce qui est produit. Et ce que je vous montre ici, c'est que cette transpilation, elle a aussi bien, on a parlé ce matin quand même pas mal, elle est liée à la topologie d'interconnexion. Si on parle sur les qubits supraconducteurs, j'ai mis un schéma, je dirais, en bas à gauche, qui effectivement, en fonction de la topologie, comment mes qubits sont physiquement connectés les uns aux autres, quel est la meilleure, je dirais, le meilleur développement ou le meilleur algorithmique quantique me permettant d'optimiser une telle topologie. Et ce que je vous ai montré ici, c'est que le circuit en haut à gauche, mappé sur une topologie à 5 qubits, peut avoir deux implémentations. Donc, il y a une bonne et une pas bonne, je dirais. Et finalement, ces deux algorithmes, vous voyez, font la même chose. C'est la résolution du même problème. Mais vous voyez que dans la partie bad, on a beaucoup plus de portes quantiques. Donc, on a une longueur quantique beaucoup plus importante. Et ça, très clairement, on sait que ce n'est pas bon par rapport à ce qui est dit ce matin sur le taux d'erreur et les cohérences quantiques. Et on voit très bien que, d'un point de vue, je dirais, fiabilité des résultats, dans le diagramme, la partie verte est nettement meilleure que la partie rosée, ce qui veut dire que moins on a de portes dans un circuit, meilleure finalement sera la numérique du code. Et cette transpilation a précisément
pour objectif d'optimiser, de mapper un algorithme quantique sur une topologie physique donnée. C'est ce qu'on voit ici. Juste un autre petit point sur cette transpilation. Donc, il y a plusieurs phases dans la transpilation, c'est vraiment intéressant à creuser, qui est qu'à nouveau, donc à gauche, vous avez le circuit originel, donc celui que vous avez écrit sur votre serveur, sur votre PC, et puis à droite, le circuit qui va être généré par ce transpileur et qui va être, je dirais, finalement donné, transformé en quelque chose pour les qubits. Et vous voyez que dans cette transpilation, il y a différentes phases qui ont pour objectif à la fois donc, de supprimer des portes qui seront, je dirais, qui peuvent être supprimées parce qu'effectivement, votre algorithme ne tient pas compte d'un certain nombre de swaps possibles. Également, comme je vous disais, d'être capable de mapper votre circuit et de tirer le meilleur parti d'un circuit quantique écrit pour une topologie particulière, ce qu'on appelle donc la phase donc, de topologie mapping, et bien sûr, effectivement, la phase donc, de suppression des portes quantiques, parce que si on réarrange intelligemment une succession de portes quantiques, on démontre assez facilement que, typiquement, si vous appliquez deux portes Hadamard, l'une derrière l'autre, ça revient à faire l'identité. Donc finalement, si je suis capable de bien regrouper l'ensemble des portes quantiques, alors je vais pouvoir réduire le nombre de portes quantiques de mon circuit et donc à nouveau, comme on le disait, d'être capable d'améliorer globalement la fiabilité numérique du code quantique. Et c'est ce qu'on voit ici, où à gauche, j'ai mon circuit, je dirais, écrit un petit peu, je dirais, brute force, et à droite, le circuit qui est généré après une phase dans la transpilation. Et c'est ce circuit qui va être transformé in fine dans une suite de signaux micro-ondes, si on part sur les supraconducteurs, dans une fréquence, nous, on est autour de 5 GHz, et c'est finalement ces circuits unitaires, ces pulses unitaires, qui vont exciter unitairement l'ensemble des qubits, générer la magie du quantique et créer effectivement le phénomène quantique au moment où le code se développe et s'exécute sur la machine quantique. Donc ça, cette phase de transpilation, c'est vraiment important et toute, effectivement, quelle que soit la technologie quantique aujourd'hui, tous les systèmes passent par une phase de transformation entre un code et la machine finale. Donc, si on revient un petit peu au système dans le cloud, je vous ai mis ici un petit peu la photo, je dirais, de l'offre eBay, entre guillemets, aujourd'hui sur le quantique. Donc, on a aujourd'hui, vous savez, on est parti sur une approche, nous, avec donc, des qubits supraconducteurs. Et on pourrait discuter pourquoi ce choix-là. Aujourd'hui, on a une vingtaine de systèmes qui sont disponibles dans le cloud. Et parmi ces systèmes, on en trouve, il y a deux grandes familles. Donc, à droite de l'écran, ce sont ceux qui sont en accès libre. Donc, n'importe qui peut se connecter au travers du IBM Quantum Experience, y accéder, il suffit de créer un compte, ça prend vraiment quelques minutes, et d'accéder en direct à l'ensemble des machines que vous voyez ici, c'est-à-dire que des machines à 1 qubit, à 8 qubits, à 5 qubits, pardon, ou une machine à 15 qubits. On a également accès à un simulateur. Donc tout ça, à nouveau, c'est intéressant parce que c'est totalement en accès libre, permettant à tout un chercheur, à une start-up, à un groupe, de commencer réellement à se faire la main sur l'accès à une machine quantique et la progression quantique. Les machines qui sont sur la gauche, c'est des machines dites premium qui ont un niveau de qualité suffisant, qui ont un niveau de maturité supérieur par rapport aux autres machines. C'était mentionné ce matin, donc on a annoncé il y a quelques semaines notre haut de gamme, entre guillemets, qui est une machine à 65 qubits, et vous voyez qu'on a une dizaine de systèmes quantiques physiques dans le cloud qui sont à disposition de la communauté. Et c'est quelque chose sur lequel on a une très grosse activité sur la création de cet écosystème autour du quantique. Juste un point, parce que c'était dit ce matin, effectivement, par rapport à un des problèmes donc, de l'ascalite. Pour rappel, donc, IBM a annoncé en 2016 une première brique de base à 5 qubits. Environ 3 ans plus tard, on a aujourd'hui une vingtaine de systèmes disponibles, dont une machine à 65 qubits, et à nous toujours sur une techno supraconductrice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a annoncé, c'était il y a à peine 10 jours, une roadmap autour du quantique qui a pour objectif, effectivement, de faire scaler en bon français le nombre de qubits de nos systèmes. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on a 65 qubits physiques dans nos systèmes et on a annoncé un plan d'évolution, Olivier l'a mentionné ce matin, avec un système à 127 qubits
en 2021, 433 en 2022 et 2023 en 1121. Et 1128 pardon, en 2023. Et ça, effectivement, c'est quand même, je dirais, une démonstration, et ça a été dit plusieurs fois ce matin, qu'aujourd'hui, la techno supraconductrice, même si elle a des difficultés et des limites, c'est celle qui permet de concevoir des systèmes avec un nombre de qubits relativement important, on dirait plus 100. On estime aujourd'hui que, ça a été rappelé, que pour démontrer un avantage quantique, en gros la performance supérieure d'une machine quantique pour un algorithme donné versus une machine classique, on estime qu'il faut entre 100 et 500 qubits. Et donc, l'autre intérêt de ce stade, c'est que vous voyez que la barre des 100-500 qubits, on n'est plus très très loin. Donc, on sera dans un avenir relativement proche capable d'avoir des systèmes de taille suffisamment, je dirais, importante pour commencer à traiter des vrais problèmes. Bien évidemment, on est encore très très loin de machines universelles. Très clairement, ces qubits ne sont pas corrigés d'un point de vue ECC, donc il n'y a pas de correction d'erreur sur ces machines-là. Mais par contre, et ça c'est quand même, je dirais, une démonstration assez intéressante, qui est qu'on rentre aujourd'hui dans un niveau de maturité industrielle autour du quantique, où on est capable de concevoir des systèmes avec un nombre modéré de qubits, permettant réellement d'envisager quand même un passage à l'échelle dans un avenir relativement proche. Ce que j'ai mis en bas cette photo ici, parce que ça a été effectivement précisé ce matin, donc ça fait une bonne synthèse, qui est le problème de la cryogénie, qui est effectivement comment demain on va être capable de concevoir des systèmes à 1000 ou plus qubits, et surtout, dans une approche, je dirais, supraconductrice, comment on va être capable donc de refroidir ce fameux chandelier. Et ce que je vous montre en bas, effectivement, c'est le prototype qu'on est en train de développer, qui sera, je dirais, l'enceinte qui va héberger dans quelques années, effectivement, ces machines à 500 et 1000 qubits. Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont beaucoup plus petits. Nos cryostats, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait environ 2 mètres de haut sur 80 cm de diamètre. Vous voyez que là, il y a un passage à l'échelle qui est non négligeable. Le cryostat est sensiblement plus gros, mais très clairement, à côté de l'augmentation du nombre de qubits, il y a un des grands points, et ça a été évoqué ce matin, qui est la capacité de dire qu'il faut continuer à être capable donc, de refroidir dans des températures entre 15 et 20 000 Kelvin l'ensemble de ces qubits et en particulier de concevoir des cryostats pour cela. Et juste pour terminer, ce que je voulais vous montrer un petit peu, parce qu'effectivement, ce matin on a beaucoup parlé donc, de techno quantique, et c'est très important de montrer qu'il y a une vraie dynamique sur le sujet, sur le développement de différentes techno-quantiques et l'émergence à moyen terme d'ordinateurs quantiques. On a encore peu parlé, mais ça va être cet après-midi, des usages. Et je voulais juste attirer votre attention sur le fait que, à côté, je dirais, des développements technologiques qui sont faits par IBM, on a annoncé donc, ce qu'on appelle le IBM Q Network, qui est au niveau mondial ce partenariat, cette création d'un écosystème avec un ensemble d'acteurs, je dirais, du monde industriel, les startups académiques et des grands clients, précisément pour réfléchir aux usages du quantique. C'est-à-dire, effectivement, quand demain, on aura des machines de taille, je dirais 100, 500 qubits, avec un niveau de maturité permettant d'adresser des premiers vrais problèmes, et j'insiste sur premier vrai problème, on a parlé à nouveau de système universel, comment mon algorithme, comment mon problème doit être reconçu pour tirer parti de ces machines. Et c'est un des objectifs de ce IBM Q Network, c'est précisément de travailler avec un écosystème d'acteurs, et je crois qu'Olivier le mentionnait, donc des grands clients industriels, des startups, bien sûr tout le monde académique, pour finalement continuer à faire mûrir l'ensemble de ces briques de base technologiques, mais aussi de commencer à développer des algorithmes quantiques dans différentes industries. Et là, on retrouve effectivement la finance, la chimie, la science des matériaux, l'énergie, le pétrole. On commence à voir de plus en plus d'entreprises dans le domaine de la pharma et de la santé, où on a des problèmes où l'algorithmie quantique est éligible à ces machines-là et pourrait tirer parti à moyen terme des premiers avantages de ces machines-là. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous, on est très actifs, qui est à côté donc, de la partie technologique, de mettre à disposition
dans le cloud un certain nombre de systèmes à disposition de partenaires, leur permettant de commencer à accéder et développer leur propre système quantique. Je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on a déjà pas mal de retard. Juste effectivement, pour remercier Minalogic de la mise en place de cet événement, toute la partie organisationnelle. Je vous laisse mes coordonnées et si vous souhaitez bien sûr aller plus loin, il y a plein de liens qui existent à la fois sur les offres dans le cloud, à la fois sur les offres d'un point de vue, je dirais, génération de nombres aléatoires, distribution des clés quantiques et bien sûr l'ensemble des sujets qui ont été vus ce matin. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon appétit pour ceux que je ne pourrai pas voir physiquement dans les heures à venir.